Now I am become death, the destroyer of worlds. Robert Oppenheimer. Un film sur lui est sorti hier, réalisé par le légendaire Christopher Nolan. J'ai pas encore vu le film, donc je sais pas exactement s'il va parler un peu de sa vie ou s'il va plus se concentrer justement sur son travail sur la bombe. Donc je me suis dit que ce serait intéressant que je vous fasse un petit portrait de qui était ce physicien qui a littéralement changé la face du monde. Et par la même occasion, la forme que prennent les conflits à l'heure actuelle. Bref, commençons par le commencement. Il naît donc en 1904 à New York dans une famille plutôt aisée. Son père, Julius, est un homme d'affaires prospère. Assez prospère pour se permettre d'avoir 3 bonnes qui vivent littéralement chez eux, d'acheter des tableaux, des toiles de maître, de par exemple Picasso, Rembrandt ou même du Van Gogh, pour vous dire à quel point genre on est sur un taux de aisé. Enfin voilà, on est sur du aisé sympa quoi. Et également du coup énormément stimulé intellectuellement parlant. Et ses parents, notamment par exemple son père, le poussaient énormément dans cette direction. Et donc s'il était intéressé par quelque chose, par un auteur ou par un domaine, etc., on lui achetait tout ce qu'il fallait pour s'y intéresser. Donc des livres, ou par exemple même son grand-père lui avait acheté des minéraux et à la fin il avait une collection gigantesque de minéraux. Il avait, grâce aux moyens de sa famille, les possibilités d'assouvir toutes ses passions et tous ses intérêts particuliers finalement. Il était absolument passionné de langue et de littérature, au point par exemple de lire Platon et Homère en VO. Sans pression, sans pression. Ensuite, exactement pareil pour des ouvrages de chimie, de physique ou de mathématiques qu'il lisait en langue originale, donc en allemand, en anglais ou en français, parce qu'il maîtrisait absolument parfaitement ces langues. Bref, s'il avait vécu à notre époque, il aurait clairement craché sur la VF. Voilà, je vous le dis tout de suite. Bien, cet intérêt énorme pour les matières littéraires va rencontrer des profs au lycée, au collège, etc., qui vont énormément l'intéresser à la physique et à la chimie. Et c'est là que sa vraie passion pour ces domaines-là va commencer à s'installer. Bref, vous l'aurez compris, dès son plus jeune âge, il grandissait dans un milieu ultra fertile qui lui permettait basiquement de s'intéresser à tout ce qu'il voulait et de pousser la recherche et la réflexion ultra loin. Et d'ailleurs, il continuera sa vie en étant quelqu'un d'assez complet en termes de sciences plus littérature. Parce que si mes souvenirs sont bons, quand il finit sa vie, il sait parler 8 langues. Il aura pas mal d'influences de l'hindouisme, etc. Parce qu'il aura lu et tout. Enfin bref, quelqu'un de très complet à ce niveau-là. En 1922, il va entrer à Harvard pour suivre un cursus de chimie. Évidemment avec quelques options en littérature, notamment par exemple du sanskrit. Du coup là-bas, même s'il participait à des activités sociales, notamment un groupe de discussion d'actualité politique, qui avait pour réputation d'être vachement de gauche d'ailleurs, ce qui lui vaudra quelques problèmes. Il était considéré comme assez solitaire, il avait que 2 amis proches, il a fréquenté aucune fille pendant tout son cursus. Il était vraiment à fond dans les études, hein, voilà. En fait, vu qu'il avait pas mal de connaissances et qu'il avait tendance à tout intellectualiser, les gens le trouvaient un peu hautain, un peu arrogant, etc. Mais à côté de ça, il y avait d'autres gens qui le trouvaient incroyable, qui avaient beaucoup d'admiration pour lui. En fait, c'était un peu à double tranchant l'avis que les gens se faisaient de lui. Soit c'était l'intello hautain, un peu trop sûr de lui, etc. Soit c'était justement l'intellectuel. Il y en a même qui disaient que il avait déjà la prestance d'un grand scientifique, alors même qu'il était juste en train de faire ses études. Il finit donc son diplôme en 3 ans au lieu de 4, avec la mention summa cum laude, je sais pas bien prononcer le latin, donc désolé, qui est basiquement la plus haute mention possible. Donc voilà, un maxi BG, scolairement parlant. Je vous passe tous les détails de son doctorat et de son post-doctorat, mais juste retenez qu'il l'a fait en Europe et qu'il a basiquement rencontré tous les grands scientifiques de l'époque. Il a travaillé plus ou moins avec tous les scientifiques qui ont eu un impact énorme sur la science de cette époque-là. Et aussi, il a un peu touché à tout dans son travail de recherche. Il a fait vraiment plein de recherches dans plein de domaines scientifiques. Voilà, quand il était dans la recherche, Oppenheimer, c'était pas le genre à faire toute sa carrière sur un domaine et genre par exemple rester toute sa carrière sur la physique quantique ou un domaine précis, travailler sur une question précise, etc. Non, il s'intéressait à un truc, il y bossait dessus pendant 3-4 ans, puis après il changeait, etc., etc. C'est comme ça qu'il faisait.
Éloignons-nous un peu d'Oppenheimer pendant quelques temps et allons voir du côté de Léo Szilard. C'est pas comment se prononce son nom de famille, mais voilà, Léo Szilard. Il se réveille un matin et voit 2 articles sur la fission nucléaire dans la prestigieuse revue Nature. Il est extrêmement apeuré par ça, en fait, et du coup, il va rédiger une lettre au président des États-Unis qui fera même signer par Albert Einstein lui-même. Elle ne lui parviendra qu'en septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Ce n'est qu'en 1941 qu'Oppenheimer va commencer à participer à des réunions qui parlent de la fabrication d'une bombe atomique, en fait, en utilisant le principe de la fission nucléaire. Il va commencer un peu à se faire remarquer parce que il a tendance à facilement synthétiser les choses. C'est pour ça que les gens l'apprécient, etc. aussi. Parce qu'en fait, il comprend tout très vite. Du coup, il assimile les choses et ensuite il les rebalance de manière plus simple pour les expliquer facilement à tout le monde. Bref, c'est en ça qu'il est extrêmement chaud. Du coup, il se fait un peu remarquer pour ça et pour ses connaissances, pour son tact, pour son charisme et tout. Enfin bref, genre c'est un personnage, Oppenheimer. Et donc à cette époque-là, il n'y a pas encore de réelle structure à la fabrication de la bombe. Il y a plusieurs universités disséminées comme ça qui participent, qui font leurs recherches de leur côté pour utiliser la fission nucléaire pour fabriquer une bombe. C'est qu'en 1942 que Oppenheimer va suggérer de regrouper tous ces groupes-là et d'en faire un truc un peu plus uniforme pour pouvoir avancer plus rapidement sur la recherche. Comme il était que consultant à cette époque-là et pas superviseur, c'est Gregory Brelt qui s'occupait de ça. Il aidait juste les universités, un peu comme ça, à trouver des solutions à des trucs et tout. Et à un moment, Gregory Brelt va avoir un désaccord avec Compton sur des questions de sécurité, etc. Des toutes petites questions de un tout petit peu de sécurité, parce que bon, voilà, la petite bombe, pas ouf. Et donc en mai 1942, Gregory Brelt arrête de superviser les recherches et Compton demande à Oppenheimer, enfin lui suggère en tout cas, de prendre sa place, vu qu'il était déjà très actif en fait pour aider finalement. Donc du coup, il s'est dit que let's go, Oppenheimer fait ça. Les tensions s'accélèrent dans la course à la bombe parce qu'il y a les services secrets qui donnent des informations du coup aux États-Unis en disant que les Allemands ils sont vachement en avance sur la recherche là-dessus. Du coup tout le monde a un peu peur, il y a beaucoup de pression et c'est là que le général Groves entre en scène. Il va aller voir Oppenheimer comme ça là, pop 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 pop, et il lui dit viens, on fabrique un laboratoire central pour faire vraiment full recherche que sur la bombe. Voilà, à ce moment-là, c'était du coup Oppenheimer qui supervisait un peu les recherches de tout le monde. Et au début, Groves, il était pas trop chaud de nommer quelqu'un chef alors qu'il n'était pas prix Nobel. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, tous les prix Nobel étaient pris pour faire de l'effort de guerre, etc. Ils étaient déjà tous pris. Et au début, son premier choix, c'était Fermi, Enrico Fermi, le mec chaud, un mec chaud. Sauf que en fait, les États-Unis, ils étaient en guerre contre le pays de Fermi. Du coup non quoi. Finalement, en février 1943, Oppenheimer est désigné comme directeur scientifique général du projet Manhattan. Son travail était donc principalement de superviser la recherche et les expériences au sein du laboratoire secret de Los Alamos. Il n'était pas là pour faire de la recherche réellement lui-même, juste il faisait ce que je vous ai dit plus tôt, ce qu'il était bon dans le truc dans lequel il était bon: acquérir, synthétiser, restituer. Et diriger et tout avec charisme, etc. Enfin bref, des choses qu'on lui connaît. On dira même de lui qu'il dirigeait vraiment super bien, de telle sorte que il dirigeait sans qu'on ait vraiment l'impression qu'il dirige. Du coup, ça permettait d'apaiser les tensions, etc. C'était moins tendu parce qu'il y avait énormément de pression du coup, parce que c'était la guerre, il y avait l'armée dans le laboratoire, enfin voilà, c'était quelque chose d'assez particulier. Genre ils fabriquaient une arme, littéralement une arme de destruction massive, avec des militaires à côté, pas ouf pour la pression quoi. Donc voilà, les recherches avancent, et même si le 8 mai 45, le Troisième Reich capitule, les tensions entre les États-Unis et le Japon dans la guerre du Pacifique, elles s'arrêtent pas tout de suite. Les recherches sur la bombe atomique continuent donc. Et ce qui devait arriver arriva. Après de longues délibérations sur le moment, l'endroit, les risques de larguer la bombe, le 6 août 1945 est largué au-dessus d'Hiroshima Little Boy, faisant 130 000 morts sur le coup. 3 jours après, le 9 août, c'est Fat Man qui est lâché sur Nagasaki, faisant 70 000 morts de plus. Et donc, sur cette tragédie, que la guerre du Pacifique s'arrête. Le Japon capitule.
Oppenheimer aura un avis assez nuancé sur la question de est-ce que c'était légitime ou pas d'envoyer ces bombes directement sur le Japon. Il dira notamment que c'était nécessaire pour éviter un maximum de pertes américaines, mais que pour lui, le bilan humain du côté des Japonais, et donc de civils, des civils qui sont morts quand même, quasiment sur le coup, atomisés directement, trouvait que c'était un peu trop abusé, parce que de base, c'était censé être simplement un avertissement. Je passe les détails de la fin de sa vie, parce que, bon, voilà, c'est un scientifique, il fait des découvertes et tout. Voilà, hein, voilà. Bref, je vais voir le film demain. Donc je vous ferai sûrement un short pour vous dire un peu mon avis, etc. Ce que j'en ai pensé et tout. De toute manière, il y a Cillian Murphy dedans. Je l'adore, Cillian Murphy. Réalisé par Christopher Nolan. J'adore Christopher Nolan. Bref, ça va forcément être bien. Mais je vous donnerai mon avis demain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis du coup à demain pour une autre vidéo et pour un short en plus de ça. Bref, bisous et buvez de l'eau. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.